Madame, Monsieur, bonsoir. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez Catherine Sellac pour le tout dernier journal. En attendant, nous allons essayer de vous dire l'essentiel sur ce premier tour des cantonales, un premier tour riche d'enseignements politiques avec les commentaires d'Albert Duroy, d'Arlette Chabot, des reportages de nos envoyés spéciaux en province et le débat avec nos invités Jean-Louis Debray et Jean-Paul Huchon. Tout de suite, pour fixer les idées, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui ont simplement regardé le film, les dernières estimations de BVA mises au point par Pierre Giacometti pour avoir une idée des rapports de force politiques au soir de ce premier tour. UDF, RPR plus divers droite totalise 44,2% des voix pour ce premier tour. Socialistes, radicaux de gauche et divers gauche, 29,6% des voix. Le Parti communiste, 11,3%. Le Front national, un petit peu moins, 10 tout rond. Et enfin, les écologistes, toutes tendances confondues, 3,3%. Pour être tout à fait précis, je vous donne les dernières totalisations en voix du ministère de l'Intérieur, sachant que tous les cantons ne sont pas encore répertoriés. Côté gauche, disons modéré, socialistes, radicaux de gauche et divers gauche, le ministère de l'Intérieur arrive à un total de 34,89%, sauf erreur de ma part. Quant au RPR, à l'UDF et aux divers droites, total pour l'instant du ministère de l'Intérieur, 45,53%. Tout de suite, Albert Duroy, un petit commentaire. En gros, maintien de la majorité et plutôt réveil de la gauche. Oui, avant ces élections, on se posait deux grandes questions. La première, c'était, après les controverses et les manifestations de ces dernières semaines, est-ce que le gouvernement allait subir un vote sanction ? Et il le redoutait d'autant plus que très fréquemment, les élections intermédiaires, c'est-à-dire celles qui ne mettent pas en cause la majorité nationale, sont difficiles pour les gouvernements. Eh bien, la réponse à cette question est non, pas de vote sanction. La majorité réalise un score équivalent à celui qui était excellent des législatives de 1993. Un an après son arrivée à l'hôtel Matignon, M. Édouard Balladur peut donc être satisfait. La deuxième question qui se posait, un an après le désastre de 1993, 20% tout juste avec ses alliés, le Parti socialiste allait-il commencer à remonter la pente ? La réponse à cette question est oui. Sans doute, le Parti socialiste ne retrouve-t-il pas les scores exceptionnels qu'il avait réalisés en 1988 dans le sillage de la réélection de François Mitterrand, mais on peut dire qu'il n'est plus aujourd'hui au fond du gouffre. Michel Rocard peut donc lui aussi être satisfait. On notera aussi que si les partis de gouvernement ne s'en tirent pas mal, les partis protestataires obtiennent aussi des scores satisfaisants de leur point de vue. Le Parti communiste, par exemple, redépasse la barre des 10%, ce qui est encourageant pour celui qui a succédé à Georges Marchais à la tête du parti. Le Front national sauvegarde l'essentiel de ses positions dans un scrutin qui traditionnellement ne lui est pas favorable. Alors, n'y aurait-il ce soir que des heureux ? Non. Les écologistes paient, par exemple, très durement le prix de leur division et de leurs ambiguïtés. Reste une question essentielle. Ces cantonales, qui sont des élections locales, constituent-elles un bon baromètre de la température politique nationale? Nous verrons cela dans un instant avec nos invités. Tout de suite, je vous propose d'entendre la réaction d'Édouard Balladur sur le mode « le test finalement n'est pas négatif ». C'est un premier tour qui montre que le mouvement de confiance des Français envers la nouvelle majorité qu'ils ont élue au Parlement il y a un an est un mouvement qui se confirme. On peut même dire qu'il est légèrement supérieur à ce qu'il était il y a un an. Ce qui montre que malgré les difficultés du moment, les Français ont le sentiment que la majorité et le gouvernement font tout ce qui est en leur pouvoir pour redresser le pays. C'est difficile, peut-être plus difficile encore que vous pouvez le croire, mais nous sommes très encouragés par ce résultat. Vous avez les uns et les autres dit que ce serait un test. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Eh bien, le test est fait. Il me semble qu'il n'est pas défavorable. Voilà, nous débattrons beaucoup plus longuement tout à l'heure. Tout de suite, une réaction très rapide. Jean-Louis Debray, vous n'êtes pas un baladurien farouche, alors je pose une question un petit peu provocatrice. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par ce résultat qui conforte le gouvernement? Je suis favorable à la majorité, je suis dans la majorité. C'était un test pour la majorité, c'était un test pour le gouvernement, et ce test a été réussi. Voilà ce que je peux vous dire.
Jean-Paul Huchon, pour le Parti socialiste, vous êtes très honnête parce que vous avez déclaré ce soir le gouvernement n'est pas entamé. Oui, le Parti socialiste, lui, a entamé sa remontée. Et c'est ça qui me paraît le plus intéressant et le plus important pour nous. Nous avons fait plus de la moitié du chemin vers nos résultats antérieurs. On a gagné presque 10%. Tous les candidats divers gauche étaient pratiquement tous soutenus par le Parti socialiste. C'est un résultat encourageant. Merci. Nous reviendrons bien évidemment à vos commentaires dans quelques instants. Un mot des résultats des personnalités qui étaient en lice pour ce premier tour. Tous les ministres ont été élus ou réélus, sauf Alain Carignon à Grenoble, qui est en ballottage. Il faut dire qu'il y avait peu de têtes d'affiche, comme on dit, en raison de la loi sur le cumul des mandats. La seule grosse surprise ce soir, c'est la défaite d'Antoine Wechter dans sa chère Alsace. Tout de suite, un résumé des résultats des personnalités avec Françoise Laborde et Frédéric Crottat. Alain Madelin, ministre des Entreprises, est élu à Redon en Ille-et-Vilaine avec 57,8% des voix. André Léniel du PS, réélu à Issoudun dans l'Indre avec 53,6% des voix. Philippe Douste-Blazy, UDF, ministre de la Santé, est réélu à Lourdes, 53% des voix. Ballottage défavorable pour la belle-fille du président, Elisabeth Mitterrand, à Nogaro dans le Gers. Jean-Louis Bianco, socialiste, est en ballottage favorable à Digne-Ouest dans les Alpes de Haute-Provence avec 34,5% des voix. Le ministre de l'économie Edmond Alfondéry, réélu à Longué-Jumelles en Maine-et-Loire avec 71,5% des voix. Bernard Tapie est en ballottage favorable dans le canton de Marseille 5 avec 43,7% des voix. L'écologiste Antoine Wechter, battu dans le Haut-Rhin à R5 avec 11,8% des voix seulement. Maurice Arex, PR, est en ballottage défavorable face au Front National à Toulon. Il obtient 26,6% des voix. Philippe Devilliers, député UDF, réélu à Montaigu en Vendée. L'écologiste Brice Lalonde est en ballottage défavorable à Dinard. Le leader écologiste ne recueille que 17,3% des voix. Jean Puech, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, réélu à 78% des voix dans l'Aveyron, dans le canton de Rignac. Robert Rue, le nouveau secrétaire du Parti communiste, est en ballottage à Cormeilles en Parisis. Marcel Rigou, communiste contestataire, en ballottage à Pierre-Buffière dans la Haute-Vienne. Henri Emmanuelli, socialiste ancien ministre, est élu à Mugron dans les Landes avec 58,5% des voix. Olivier Stirn, ancien ministre, en ballottage favorable, 46,7% des voix, à Vire dans le Calvados. Elisabeth Guigou, ancien ministre des Affaires européennes, est en ballottage défavorable à Avignon Nord dans le Vaucluse avec 24,7% des voix. Enfin, François Bayrou, réélu à Pau Sud avec 53,5% des voix. Et puis quelques autres résultats. Michel Alliot-Marie est élu dans Saint-Jean-de-Luz. C'était sa première candidature. Réélu Michel Charras dans le Puy-de-Dôme, Anne Dornano à Trouville, Martin Malvy dans le Lot, Ladislas Poniatowski dans l'Eure, Jacques Barrault et Henri Nallet. En revanche, en ballottage, Louis Lepinsec, PS dans le Finistère, Marie-France Tirbois, Front National, Alain Carignon, vous l'avez dit, c'est une surprise en ballottage à Grenoble. Ballottage aussi pour Yves Rocher d'Hiver Droite dans le Morbihan et aussi pour Jean-François Poncé, UDF dans le Lot-et-Garonne. Merci Françoise Laborde. Autre surprise, bonne ou mauvaise, ça dépend. Le bon score de Bernard Tapie dans les Bouches-du-Rhône, c'est la première fois qu'il était candidat à une élection cantonale et il a laissé entendre dès 20h dans le journal de France 2 qu'il avait de grandes chances d'être candidat à la mairie de Marseille. Reportage Patrice Velay. Un premier tour dans un fauteuil pour Bernard Tapie, 43,69%. Dans un canton populaire de Marseille, coincé entre le centre-ville et les quartiers nord. Un score qui dépasse même ses espérances, de quoi quasiment annoncer sa candidature à la mairie de Marseille. Est-ce que ça vous encourage pour les élections municipales qui sont quand même l'enjeu le plus important à Marseille? Si j'étais pas encouragé avec 44% au premier tour contre tous les autres... Ça veut dire que vous êtes candidat ce soir à la mairie de Marseille? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que je sois candidat. Face à l'énergie radicale de Tapie, le Front National sauve la mise en deuxième position avec 20,81%. Marie-Claude Roussel se maintiendra dans ce canton test, dans cette élection hors norme, selon elle. Et ce n'est pas du tout une élection, comme je le disais tout à l'heure, qui est, à mon avis, politique. C'est une élection qui est beaucoup plus sentimentale, c'est-à-dire que pour les gens, Bernard Tapie, c'est l'OM. Ce qui veut dire aussi que les municipales pourraient être une élection sentimentale? C'est très possible aussi. Vous savez, on peut voter en ayant un projet politique et puis on peut voter aussi simplement avec le cœur. Ça peut arriver.
Du cœur, le PC en aura bien besoin. Son sortant n'arrive qu'en 3e position, 19,68%, derrière Tapie, derrière le front. Et déjà, son candidat Jean Dufour parle de reconquête, mais pour d'autres échéances. Bon, être réélu, je pense que je le serai un jour, car la politique, ça va, ça vient. Et je me place, mais pas simplement moi tout seul ce soir, mais c'était le sentiment autour de moi. Nous plaçons dans la reconquête d'un siège qui, effectivement, est important pour les communistes et au-delà tous les démocrates marseillais. Élection à une inconnue pour dimanche prochain. Le PC sera-t-il présent? Imposera-t-il une triangulaire à Bernard Tapie? Mais sa décision ne sera que symbolique. Tapie. Nous retrouvons tout de suite en direct de Marseille notre envoyé spécial, Roland Sicard. Roland, bonsoir. Il semble que le MRG ait enregistré de bons résultats sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Y aurait-il un effet Tapie? Je crois que vous avez raison. Ce qui est spectaculaire ici à Marseille, c'est que le phénomène Tapie va plus loin que le simple cas de Bernard Tapie. En effet, si le patron de l'OM paraît a de bonnes chances de l'emporter au second tour, eh bien, sur 7 des 12 cantons marseillais qui étaient ce soir renouvelables, eh bien, dans 7 de ces cantons, le MRG apparaît comme en tête de la gauche non communiste, avec, dans certains cas, de bonnes chances de l'emporter, là encore, au second tour. Des résultats qui donc donnent ce soir au patron de l'OM des ailes, des résultats qui lui donnent beaucoup d'espoir, d'autant que le MRG ici n'était pas vraiment connu à Marseille. Les candidats qui ce soir paraissent en bonne place à Marseille, eh bien, il faut bien le dire, peu de gens les connaissaient à Marseille avant ce scrutin. Donc des résultats qui donnent des ailes à Bernard Tapie et beaucoup de soucis à deux hommes, le maire actuel de Marseille, Robert Vigouroux, et puis le patron de la droite marseillaise, Jean-Claude Gaudin. Merci beaucoup Roland Sicard. Nous passons au département voisin, département particulièrement chaud, le Var. Son président, le président du Conseil général, Maurice Arex, qui se présente lui-même comme le parrain politique de ce département, semble en ballottage très délicat. Avec 26% des voix, il est en effet dépassé par la candidate du Front National qui a 28%. Reportage Thierry Curté. Oui, ça vote mieux puisqu'on n'aurait plus qu'un. Ouais. Maurice Arex ne le dira pas, mais c'est justement cette participation en nette hausse, plus de 10% dans son canton, qu'il craignait. Non seulement il est en net recul par rapport à 88, mais la mobilisation a profité à la candidate Front National, c'est donc bien un vote sanction. 28% pour Eliane Delabrosse, 26% pour Maurice Arex. Je pense que je perds 4 à 5 points. C'est dû incontestablement, vous le comprenez, à, je dirais, la campagne médiatique qui m'a été imposée, qui m'a été désastreuse et puis diffamatoire, qui m'a fait beaucoup de mal, ainsi qu'à l'entreprise déstabilisation manifeste qui également que j'ai subie. Dès les résultats du premier bureau de vote, on avait compris. Alors que Maurice Arex avait réalisé plus de 50% des voix en 88, il allait être devancé cette fois-ci. Phénomène accentué par le nombre de bulletins blancs ou nuls, 4%, beaucoup comportant des commentaires. Le Front National estime que ce vote marque la fin d'un système. Du coup, je marque le nom. En fait, les gens sont fatigués de 40 ans d'arexisme. C'est le début, c'est le commencement de la fin d'un parrain. Le Parti socialiste retrouve à peu près son niveau de 1988 ici dans le Var, mais il ne pourra arbitrer ce duel au second tour. Il me semble que tous ceux qui se prévalaient de l'autorité de la majorité départementale, en tout cas, sont atteints. Le Parti socialiste ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour. Du coup, il est bien difficile d'établir un pronostic fiable, tant la politique varoise est depuis un mois complètement déstabilisée. Avant de revenir en province avec des reportages de nos envoyés spéciaux, je vous propose tout de suite d'entendre les réactions des principaux dirigeants des partis politiques. Réactions sans grande surprise. Chacun met bien sûr en avant ses propres motifs de satisfaction. La carte politique de la France est en train de se simplifier. Il y a d'un côté une majorité confirmée par les électeurs et d'autre part un certain regroupement autour des candidats du Parti socialiste. Nous faisons sensiblement mieux qu'en 1988. Le PS progresse optiquement. Pourquoi? Parce que les écologistes s'effondrent. Il y a donc une sorte de redistribution des cartes à gauche, mais un grand sujet de satisfaction pour les formations politiques de la majorité et pour le gouvernement. Les Français ont commencé à exprimer leur mécontentement devant la politique de M. Balladur. Désormais, l'important est de poursuivre le rassemblement pour le deuxième tour, mais d'ores et déjà, je crois pouvoir dire que la droite a mangé son pain blanc et que la gauche, elle, a fini de manger son pain noir. Il y a pour la première fois depuis de nombreuses années,
un meilleur résultat du Parti communiste qui dépasse les 10% de suffrages. Je crois que c'est important. Certes, il n'obtient pas le résultat de 88, mais il me semble que ce chiffre est très important. Il est devant le Front National, ça me semble important. Tous les résultats que j'ai montrent un recul de la majorité, une petite progression du Parti socialiste, une petite reprise du Parti communiste et une victoire du Front National, une écrasante défaite des Verts. En ce qui concerne les écologistes, c'est un bon résultat. N'oubliez pas que nous sommes présents dans une circonscription sur 2, donc c'est un score qu'il faut multiplier par 2. Ça marque en fait une stabilité dans une élection qui est difficile pour les écologistes. C'est un scrutin plutôt pour des notables, et donc ça marque un enracinement. Je suis donc satisfait, moi, de ce score. Ça veut dire que progressivement, les écologistes sont présents dans chaque commune, dans chaque canton, où ils doivent se rendre utiles. Dans les états-majors politiques, on examine à la loupe ce soir les résultats d'un certain nombre de départements test. Il faudra bien sûr attendre le second tour, voire l'élection du président du Conseil général l'autre semaine, pour savoir si ces départements basculent de la droite à la gauche et inversement. Exemple, le département de Côte-d'Armor, actuellement contrôlé par le socialiste Charles Josselin, est très très convoité par l'actuelle majorité. Reportage Jacques Deveau. La gauche a mieux résisté que prévu dans les Côtes-d'Armor. Certes, elle perd un siège dès le premier tour, mais elle se trouve en bonne position pour ravir 3 sièges au second tour à la droite. Cette dernière, de son côté, pouvant espérer conquérir un autre canton. 2 sièges de perdus pour 3 de gagnés. Si le deuxième tour confirme ses résultats, on comprend que Charles Josselin soit plutôt confiant. La qualité du bilan que nous présentions, le fait que notre équipe soit soudée, la qualité des candidats, bien évidemment aussi un contexte national probablement moins favorable à la droite. Tout ceci explique un résultat qui, ce soir, c'est vrai, me satisfait. La droite doit gagner 3 sièges pour prendre la majorité au Conseil général. Un est déjà acquis et on se montre là aussi satisfait. Vous croyez que c'est encore jouable pour le deuxième tour? Nous le pensons. Il y a encore un taux d'abstention assez important. Je pense que la gauche a mobilisé dès le premier tour dans un contexte national difficile, mais nous gardons l'optimisme. Seul département breton dirigé par la gauche, les Côtes-d'Armor ont connu un raz-de-marée de la droite aux dernières législatives qui a remporté 4 sièges sur 5. Cette fois, le duel est plus serré et Charles Josselin pourra peut-être réaffirmer l'exception costarmoricaine. Autre département en balance, ce soir la Nièvre, département emblématique pour les socialistes puisque c'est le fief de François Mitterrand depuis maintenant près de 30 ans. Le deuxième tour s'annonce très très serré. Commentaire Ariane Buissou. La Nièvre mitterrandienne n'a pas dit son dernier mot. Elle n'est pas perdue, assurait cet après-midi le président de la République, venu voter en son fief de Château-Chinon. Au soir du premier tour, on constate que la bonne participation des électeurs nivernais a permis à la gauche de conserver 2 de ses cantons, dont le canton de Château-Chinon, la droite conservant dès le premier tour un de ses cantons. À gauche, ballottage favorable pour le président socialiste sortant du Conseil général, M. Bernard Bardin, tandis qu'à droite, Mme Simone Rignot, députée RPR depuis mars 1993, est en ballottage défavorable face aux socialistes sortants. Dans les autres cantons, la gauche et la droite sont au coude à coude et au second tour, la clé sera sans doute dans le report des voix à gauche. La bataille de la Nièvre sera très serrée. Situation inverse dans le Nord qui a basculé à droite en 92. La gauche ne s'est pas encore remise de ce traumatisme politique. Alors, un renversement de tendance est-il possible dimanche prochain? Réponse avec Nathalie Dolé et Alban Mikosi. Dans le nord de la France, ce premier tour des cantonales donne à tous et à chacun des raisons de se réjouir. Tout compte fait et refait, c'est la stabilité pour le Parti communiste qui garde ses places fortes dans le bassin minier. Bilan assez rose aussi pour le Parti socialiste qui cesse de baisser, obtenant même de bons résultats dans le Pas-de-Calais. Pour ce qui concerne le Parti socialiste, il y a quelques mois, moi-même, je disais il y a un frémissement. Maintenant, je dis il y a redressement. Les socialistes sont dans la voie du redressement. Alors, c'est à eux maintenant d'affiner leur discours, de se rassembler, d'être volontaires et de continuer dans la voie de ce redressement. À droite, les bulletins dépouillés ont confirmé les gains entrepris ici depuis 5 ans. Voilà qui devrait permettre à la majorité de conserver le département du Nord, ravi à la gauche lors des dernières cantonales. Apparemment, tous nos candidats sortants sont en passe d'être réélus dimanche prochain. En outre, nous sommes en mesure vraisemblablement de gagner 2 ou 3 cantons. Donc le bilan sera vraisemblablement positif.
En fait, le seul coup d'éclat de ce premier tour est à mettre à l'actif du très controversé maire d'Aumont, Joël Villemotte, d'hiver droite, qui a fait campagne sur des thèmes proches du Front National et qui en recueille aujourd'hui les fruits. Avant de commencer le débat avec nos deux invités, la tradition d'une soirée électorale, bien sûr, le commentaire à chaud du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. La participation s'établit à 62%. Les suffrages exprimés à 59%, soit 7 970 000 voix. La majorité recueille 3 638 000 voix, soit 45,7%. La gauche, l'ensemble de la gauche recueille 3 284 000 voix, soit 41,2%, dont 10,7% au Parti communiste et 22,7% au Parti socialiste. Les écologistes recueillent 250 000 voix, soit 3%. Le Front National, en ce qui le concerne, recueille 725 000 voix, soit un peu plus de 9%. Sur 1641 cantons, 564 conseillers généraux sont élus ou réélus dès le premier tour. 400 appartiennent à la majorité. 101 sont socialistes, 38 divers gauche, 20 communistes. Ces élections cantonales démontrent, un an après les élections législatives de mars 83, que la majorité conforte ses positions et que les gains du Parti socialiste se font essentiellement au détriment des écologistes. Il y a comme une sorte d'exercice imposé au soir des élections législatives, c'est que chacun se dit content, et nos deux invités, Albert Duroy ce soir, RPR, Jean-Louis Debré, socialiste Jean-Paul Huchon, ne font pas exception. Oui, alors Jean-Louis Debré, tout à l'heure, Michel Rocard avait le sentiment que le gouvernement avait mangé son pain blanc. Écoutez, depuis que nous sommes élus et depuis que le gouvernement est en place, le Parti socialiste n'arrête pas de nous expliquer que nous avons mangé notre pain blanc. La campagne s'était ouverte, c'était une campagne essentiellement locale. Je suis conseiller général du canton de Nonancourt dans l'Eure et je voyais bien, ce n'était pas renouvelable, que mes collègues faisaient campagne sur des thèmes locaux, sur le conseil général. Et puis tout d'un coup, la gauche est partie sur sanctionnons le gouvernement, sanctionnons la majorité, faisons un test. Elle a placé l'élection sur un terrain politique. Or, sur ce terrain politique, je constate simplement qu'il n'y a eu ni désaveu, ni leçon donnée à la majorité, que sur les plus de 100 députés RPR-UDF qui se présentaient, la grande majorité est soit réélue, soit se trouve en ballottage favorable, et que le RPR, l'UDF et les divers droites ont fait un score qui montre bien que le gouvernement et sa majorité continuent, un an après les législatives, à bénéficier de l'adhésion des Français. Mais est-ce que vous voulez dire, si c'est un scrutin local, qu'il ne faudrait pas trop vite en tirer des conséquences nationales? Tout à fait. Moi, je suis partisan, et je le dis depuis longtemps, de mettre chaque élection à son niveau. C'était d'abord une élection locale avec des personnalités locales, et je me réjouis d'ailleurs que 61% des Français soient allés voter, parce que c'est le renforcement du rôle et de la place du département dans la nation. Mais les socialistes ont voulu nous tirer sur un terrain politique, et ils ont fait de cette élection qui devait être une élection locale un test politique. Et effectivement, ils sont arrivés à la démonstration de ce soir. Les Français leur ont dit, et vous ont dit, messieurs les socialistes, eh bien, vous n'avez pas réussi à faire croire que nous gouvernions mal depuis un an. Oui, alors justement, Jean-Paul Huchon, ce n'est pas un vote sanction pour le gouvernement. Donc la campagne nationale faite par le PS n'a pas convaincu. Écoutez, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas convaincu, puisqu'on a récupéré quand même 10% de voix de plus qu'en mars 93. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mieux, et que les Français une partie des Français ont compris que l'opposition servait à quelque chose, en particulier quand le gouvernement menait une politique qui donnait lieu à quand même pas mal de mécontentement et pas mal d'opposition, que ce soit dans la rue, dans les facultés, dans les lycées, chez les parents d'élèves, un peu partout. Mais enfin, vous espériez quand même que ça se traduirait dans les urnes, cette agitation dans la rue. Ça s'est traduit dans les urnes, parce que vous avez quand même un nombre d'abstentionnistes beaucoup moins
moins important qu'aux dernières cantonales, ça c'est clair, et que ces abstentionnistes, comme nous avons nous-mêmes augmenté notre score de manière importante, nous ne l'avons pas fait qu'au détriment d'autres formations, nous l'avons fait aussi parce que nous avons convaincu un certain nombre de gens de revenir pour protester. Je pense que nous avons commencé à retrouver une partie essentielle d'ailleurs de notre électorat. Oui, je voudrais ajouter un mot, si vous permettez. Quand on regarde les résultats du Parti socialiste, on constate que ce sont plutôt les divers gauches qui vous font progresser plutôt que le Parti socialiste. Comme moi, les divers droites chez vous représentent plus de je parle des divers gauches, ne changeons pas. Plus de tiers. Mais attendez, on va prendre les résultats de la majorité. 14% pour le RPR, 16% pour l'UDF, 14% pour les divers droites. Il faut les compter aussi. Je constate. Nous parlons de la gauche. On parlera de la droite après si vous voulez. Mais permettez-moi de dire un mot. J'en ai parlé, j'ai plus besoin d'en parler maintenant. Eh bien, je vous remercie. Et permettez-moi simplement de dire un mot. Je constate simplement que le Parti socialiste en tant que tel et que les candidats se réclament du Parti socialiste ne bénéficient pas de la satisfaction des Français. Prenez les chiffres. Mais je les prends, Le Parti socialiste, en mars 93, ça a fait 17%. Aujourd'hui, il est compté par M. Pasqua. J'écoute les chiffres attentivement. À 22,5 ou 23%. On a donc gagné. En ce qui concerne les divers gauches... Vous êtes content. En ce qui concerne satisfait. Les divers gauches, c'était des gens qu'on soutenait nous-mêmes. C'était nos candidats. Vous savez... Et c'est la preuve, que le Parti socialiste est capable de sortir un peu de son ghetto et de s'élargir et de s'épanouir un petit peu. Vous n'êtes pas conseiller général et vous ne savez pas comment ça se passe. passe. Je suis adjoint au maire et j'ai un conseiller général tout à fait près de moi. Vous ne savez pas comment ça se passe dans les cantons. Tout à fait. Et je crois que vous vous trompez. Je crois que les gens voient les partis et les hommes. Eh bien, lorsque un candidat s'est présenté avec l'étiquette du Parti socialiste, il n'a pas reçu l'accueil des électeurs. Il a reçu beaucoup plus de voix qu'en mars 93, et moi, ça me paraît quand même important. Attendez, il faut comparer ce qui est comparable, Monsieur Huchon. Oui. Et il ne faut pas tromper les électeurs, ni tromper les Français. Comparer avec les élections de 88. Et j'ajoute que ce n'a pas été dit dans le commentaire, c'est qu'il y a une tradition en France, les élections cantonales ne sont jamais favorables pour le parti qui soutient le gouvernement. Et c'est faux. Or, si, non, c'est pas faux. Prenez 88. Oui. Ils ont été très favorables aux socialistes. C'est juste après la présidentielle. Il faut mettre l'exception, mais si vous prenez l'histoire politique française, vous constaterez que ce que je viens de dire n'est pas faux. Par conséquent, c'est la première fois où un parti au gouvernement ou des partis soutenant le gouvernement affrontaient les suffrages des électeurs alors qu'il n'y avait pas d'enjeu politique essentiel. Or, malgré cela, les Français ont montré qu'ils nous faisaient confiance et qu'ils nous soutenaient. C'est très bien. Jean-Louis Debré, est-ce que vous ne craignez pas justement que ce globalement bon résultat pour la majorité ne rende un petit peu sourd le Premier ministre à vos avertissements? Non. Ou à vos pics? Non. Je crois. À vos demandes de correction? D'abord, ne pavoisons pas. Hein, c'est une élection à 2 tours. Il faut donc continuer. Il ne faut pas pavoiser. Parfaitement. Elle n'est pas faite. Elle est parfaitement. Et je crois que ma responsabilité est de dire à nos électrices et nos électeurs de continuer à se mobiliser et de transformer l'essai dimanche prochain. Néanmoins, le premier tour montre bien que nous sommes sur la bonne voie. Et je crois que la majorité est diverse. Continuons ainsi, continuons à soutenir le gouvernement et continuons, nous, à faire passer au gouvernement le message que nous entendons dans nos cantons et dans nos circonscriptions. J'aimerais que vous ne tailliez pas argument du fait que la majorité est diverse pour critiquer le fait que la gauche est aussi diverse. Et qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans ce résultat, c'est que le rapport de force au sein du pays a commencé d'évoluer et que nous commençons à retrouver des scores un peu plus normaux. Il reste beaucoup de chemin à faire, nous n'avons pas terminé notre travail, mais les Français ont commencé à nous entendre. Dernière question, je voudrais vous demander, puisque les européennes c'est pour bientôt, dans 2-3 mois, à quel étiage estimez-vous maintenant le minimum indispensable de la liste socialiste qui sera amenée par Michel Rocard? Je vous fais à la fois la réponse officielle et ma réponse de conviction. Il faut que nous obtenions au moins 20%, et je crois que nous sommes maintenant, avec ces résultats, bien partis pour les obtenir. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose tout de suite, parce que des élections, c'est avant tout des résultats, de retrouver Françoise Laborde qui va nous faire part d'un certain nombre de résultats de la région parisienne. C'est très intéressant parce qu'il semble y avoir une relative forte poussée du Front National. Tout à fait. D'abord des résultats partiels, car vous le savez, un certain nombre de bureaux de vote fermés à 20h. Alors, la poussée du Front National, elle a été particulièrement marquée dans la région de Dreux, où Marie-France Tirbois est en ballottage, mais un ballottage favorable, avec 43% des voix.
En revanche, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis-Nord-Est, le conseiller sortant Maurice Souchère du Parti communiste est en ballottage défavorable, devancé par un divers gauche. Ballottage très serré aussi pour Serge Dassault du RPR. Ballottage également pour Franck Borotra dans les Yvelines à Vélizy-Villa-Coublay. Et puis ballottage défavorable pour Gilles Catoire du Parti socialiste à Clichy. Région parisienne encore avec un ballottage pour Véronique Neyerts, ancien ministre, qui se présente donc à Bondy-Nord-Ouest. Et puis aussi ballottage pour Christine Boutin, qui était une proche de Raymond Barre, à Rambouillet. Voilà pour les premiers résultats, pas tout à fait complets, que nous avons pour l'instant sur la région parisienne, avec, vous l'avez dit, en effet, une poussée assez importante du Front National. Merci François. J'ajoute ce résultat. Hula, ancienne porte-parole des prostituées, a obtenu moins de 3% dans la Haute-Loire. Elle est donc éliminée. Encore une femme battue, dirait Jean-Luc Manot. Pour vous remercier de votre patience et de votre fidélité, ce dernier reportage en forme de clin d'œil, ce reportage de Gilles Marinet sur un candidat qui s'est présenté dans 3 cantons différents en Lot-et-Garonne, et il paraît que c'est tout à fait licite. Tournon, 4e, c'est du délire. Arrête. 4e sur 7, oui. 7,50. Anne Carpentier et son compagnon n'en reviennent pas. Le parti d'en rire, c'était au départ une bonne blague lancée au cours d'un repas, mais les résultats sont là. Le parti d'en rire a fait tilt auprès des électeurs dans les 3 cantons où il présentait une seule et même personne. Oui, on peut se présenter dans absolument tous les cantons que l'on veut en France, sans être obligatoirement résident. Il suffit d'être éligible. On choisit simplement son nombre de cantons. Dans les 3 circonscriptions où elle se présentait, Anne Carpentier a obtenu respectivement 7%, 7,5% et surtout 13% des suffrages dans le fief du président du Conseil général et ancien ministre, Jean-François Poncet. Héritier de Coluche, le parti d'en rire remplit, selon sa fondatrice, un rôle de fusible social en détournant des votes extrémistes. Tous les institutionnels de la politique nous gonflent comme pas mal de Français. Je pense qu'ils nous irritent à l'extrême. Mais quand même, parmi eux, il y a des gens qui sont beaucoup plus dangereux. Et je suis C'est-à-dire qui? Pour ne pas nommer le Front National quand même. Et je pense que cette façon de faire fusible à la façon de Coluche ou d'une autre façon, ben, ça nous fait plaisir parce que ça détourne les tentations extrêmes de se porter sur ces tendances-là. Vous avez l'air particulièrement réjoui, oui. Mais oui, mais bien sûr. Je suis la génitrice. Voilà, and now the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, comme l'on dit, l'analyse d'Arlette Chabot sur le thème « Tout le monde est content ce soir, mais attention à la suite ». Oui, effectivement, si tout le monde est content ce soir, il faut sans doute rester prudent, surtout si l'on regarde à la fois du côté de la majorité et de la gauche. Alors c'est vrai que la majorité confirme et conforte ses positions acquises il y a un an, qu'il n'y a pas de vote sanction contre le gouvernement. M. Balladur peut être tranquille, du côté de Jacques Chirac, on devrait être silencieux. Sa majorité aussi sera sans doute disciplinée lors de la rentrée parlementaire le mois prochain. Néanmoins, rien n'est réglé, en ce sens que le climat social reste tendu, que les étudiants sont mobilisés, qu'il faudra répondre à leur attente et que le Premier ministre devra, comme l'on dit, trouver le moyen de rebondir dans les semaines qui viennent avant les élections européennes et un an de l'élection présidentielle, à l'égard de laquelle il n'est pas tout à fait indifférent. À gauche, c'est vrai, les socialistes ont des raisons d'espérer. Ils sortent du gouffre des législatives, ils améliorent leur score. De son côté, le Parti communiste, lui, atteint la barre des 10%, ô combien symbolique. Mais eh bien, il faudra faire mieux dans les semaines qui viennent, notamment dimanche prochain. D'abord, les socialistes devront conserver un certain nombre de départements menacés. Et puis Michel Rocard lui-même devra confirmer cette évolution lorsqu'il conduira la liste du PS aux élections européennes. Je dirais ce soir qu'on a l'impression qu'on revient un petit peu à la normale, au rapport des forces normales, c'est-à-dire assez serré entre la gauche et la droite dans ce pays, un rapport de force qui avait été faussé par les mauvais scores du PS ces dernières années. On verra donc si dimanche prochain, cette évolution, ce retour à la normale se confirme. Merci beaucoup Arlette Chabot. Nous reviendrons bien évidemment très longuement sur le résultat de ce premier tour des cantonales demain à 13h et à 20h. Il me reste à vous remercier de votre fidélité, de votre patience au nom de toute l'équipe, journalistes, techniciens et personnel administratif qui ont préparé cette soirée électorale. Dans quelques instants, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Bonsoir, merci.